C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on peut pas faire des choses. D'abord, on a une vie avant, il y a des gens qui n'étaient pas handicapés et qui l'ont été après. Et puis même quand on est handicapé, on est tout d'abord des personnes, et pas des handicapés. Donc voilà, il ne faut pas nous mettre que le statut d'handicap. Quand on est handicapé, on fait quand même partie du monde. Et voilà, on n'a pas besoin de se moquer d'eux. La société française a tendance quand même à beaucoup exclure. Sans parler des enfants autistes, on peut donner d'autres exemples qui n'ont rien à voir avec l'autisme. Un jour, j'ai vu une dame aveugle dans le magasin qui avait un chien pour l'aider. Normalement, les chiens, ils sont interdits dans les magasins, mais pas pour les aveugles, j'espère. Puisqu'on parle de la ville en partage, c'est ça, faire en sorte que la ville, la cité, mais la cité aussi au sens de la société, soit favorable à l'autonomie de tout le monde, donc des personnes porteuses de trisomie, des personnes porteuses de handicap et de toutes les personnes. Voilà, on n'est jamais que dans le droit commun dans cette histoire. L'association Trisomie 21 Loire, elle est née sous l'impulsion des parents et des professionnels qui imaginaient pour leur enfant un avenir de citoyen autonome. Trisomie 21 Loire a fait le pari d'abord, au départ, de l'éducabilité des personnes porteuses de trisomie et ensuite de leur capacité à vivre de façon autonome en milieu ordinaire. Apprendre à faire des choix, ça s'apprend tout au long de l'enfance, l'adolescence et de l'âge adulte. Et l'enjeu, effectivement, à un moment donné, pouvoir occuper un appartement, mais pouvoir aussi avoir des activités, un réseau d'amis. Il ne faut pas oublier certaines règles. On est chez les personnes. On ne fera pas de contrôle de toutes leurs pièces. Elles s'en sortent très bien d'ailleurs. Voilà. Vous, comme nous, on fait ce qu'on veut chez nous. Il n'y a pas de raison qu'un service d'accompagnement vienne plus. S'ils ne font pas leur lit le matin, ne font pas leur vaisselle de manière nickel, il n'y a personne qui leur est dessus. Et ce n'est pas là l'essentiel. Je pense que l'essentiel aussi, on dit intervention à domicile, que tous les étayages matériels pourront être mis en œuvre. Ce n'est pas un souci. On trouvera des aides à domicile, on trouvera des personnes qui font du portage de repas, on trouvera des personnes qui font du ménage. Et elle n'est pas matérielle, elle est sur son bien-être, sur son positionnement d'adulte, sur ses choix. Faire en sorte que les personnes deviennent conscientes de la capacité qu'elles ont, conscientes de ce que ça signifie de faire un choix, de choisir un mode de vie, de choisir de vivre seul ou de choisir à vivre en couple ou choisir de vivre en colocation, peu importe. Être consciente qu'on peut choisir et être conscient aussi que les choix ont des conséquences. Alors, on n'est pas toujours prêt à voir ces personnes comme elles sont et comme elles veulent vivre. Alors, on peut être soumis à des refus, à des rejets. Donc voilà, certaines personnes ont été victimes de rejets, de refus d'entrée dans un établissement, une boîte de nuit de Saint-Étienne, il y a quelques mois. J'ai dit au monsieur, on peut rentrer. Et monsieur, il dit c'est pas possible. Le monsieur de la boîte de nuit, on m'a dit dégagez dehors. Oui, on m'a viré dehors. Parce qu'on est des trisomiques, c'est pour ça. Et je suis pas d'accord. Après nous, on a resté dehors. En plus, j'ai pas content, j'étais déçu et j'ai pleuré à force. Et j'ai vu qu'il les fait rentrer. Et nous, on en était là. On n'a pas rentré, mais les gens, oui. J'étais bien énervée quand j'ai vu ça. Après, le patron, il dit c'est pas possible, c'est tout ça, ça va pas, il faut avec quelqu'un et tout.
Voilà quoi. La personne nous disait « je ne connais pas les prescriptions médicales des personnes ». Si à un moment donné, pour rentrer, on demande des choses, sous couvert de protéger les personnes en plus handicapées, on invente un certain nombre d'excuses. Et c'est ça en fait la question, c'est qu'à un moment donné, il faut rassurer les valides on ne sait pas quoi d'ailleurs. Pourtant, nous, on fait comme tout le monde. Bah oui. Quand il y a des soirées, on est un groupe, on est ensemble. Oui, il faut pareil. Ça me plaît. Oui. Qui a fait la peine? Non, mais écoute-moi Aurélien. J'ai pleuré parce que c'est pas normal qu'ils nous laissent dehors. Ça c'est sûr. J'ai pris mal, c'est ce que le gars m'a parlé. C'est la première fois ça. On a beau comprendre ce qui a motivé ça, je crois qu'il faut qu'on n'en oublie pas ce qu'ont pu ressentir les 6 personnes, des personnes en situation de handicap, mais adultes et surtout majeurs, donc pleinement détenteurs effectivement d'obligations et de droits. Pour les messieurs et les dames qui ne voient pas, c'est dur de circuler dans la ville. Mais il y a plein d'obstacles en ville. Mais comment on fait alors quand on voit pas? Ils ont des canaux, un chien. Il faut quelqu'un qui nous aide. Vivre à Saint-Étienne, c'est être en ville, d'accord, mais au milieu de bâtiments, de rues, de gens, d'obstacles. Et suivant l'encombrement des trottoirs, c'est plus ou moins difficile de circuler avec la canne ou avec le chien. Pour des personnes malvoyantes, dans une ville, tout peut devenir une source de stress ou un obstacle. Lorsqu'un malvoyant ou un non-voyant déambule dans la rue, eh bien, ça lui demande beaucoup de concentration. Lorsqu'un malvoyant ou un non-voyant déambule dans la rue, eh bien, ça lui demande beaucoup de concentration. Parce qu'on travaille beaucoup avec nos oreilles. Avant tout, ce qui devrait changer, c'est la mentalité des gens et l'idée qu'ils se font des personnes handicapées. Bah pourquoi est-ce qu'il bouge pas lui? Ah bah toutes les voitures klaxonnent, il y a un bouchon. Mais on dirait qu'il s'en fiche. Bah j'ai compris moi, il est sourd, il n'entend pas. Oh là là, j'ai pas pensé. Ouh là là, mais c'est dur ça. Bonjour, je m'appelle Camille. J'ai 17 ans. Bonjour, je m'appelle Saloa. Mon signe est celui-ci. Et j'ai 18 ans. Moi, je m'appelle Jordan. Et j'ai 14 ans. Je me présente. Je m'appelle Mehdi. Mon signe est celui-là. Bonjour tout le monde, je suis Ariana. Mon signe est celui-ci. Je suis sourd profond. C'est vrai qu'au niveau de la communication orale, pour moi, c'est difficile. Je signe. Je ne peux pas oraliser et c'est vrai que je préfère la langue des signes. J'ai des amis entendants qui sont signants, qui essayent de mimer, de rentrer en communication avec moi. Mis à part eux et quelques professionnels, j'ai aucun moyen de communiquer avec les autres. En portant un regard sur ma vie, c'est vrai que j'ai un manque, une carence au niveau des informations.
C'est vrai que je suis au courant de pas mal de choses, certes, mais moins que les entendants. Faute d'accessibilité, eux, ils peuvent parler entre eux, donc ils font passer les informations. Or, moi qui suis sourde, j'ai un manque d'accessibilité face à ces informations. Avant, quand j'étais plus jeune, c'était très difficile et très dur, hein. J'ai mis du temps vraiment à pouvoir établir une communication et maintenant c'est mieux, hein, je me sens plus à l'aise. Autrefois, je me rappelle quand j'étais plus petit, j'étais en intégration dans un club de foot avec des entendants. Il est vrai que je réussissais quelquefois à communiquer avec eux, hein, mais pas à faire des grandes discussions. C'est vrai qu'au niveau de la communication, j'ai quand même des difficultés. J'ai essayé d'établir le dialogue et la communication, mais en vain. Je voudrais dire une information, enfin quelque chose de très important. Si par exemple je venais à être gravement malade, mes parents étant sourds, et moi-même étant sourd, nous ne pouvons pas téléphoner, appeler au secours ou le docteur. Nous sommes obligés d'aller chez le docteur, mais le docteur à minuit, il y en a très peu, hein. Donc nous sommes bloqués. Mes parents peuvent essayer d'aller voir les voisins, me direz-vous, d'aller appeler à l'aide, mais à minuit, peut-être que les gens dorment, les portes sont bloquées, je suis bloqué. Comment je pourrais faire pour téléphoner et pour prévenir les secours? Comment pourrais-je faire? Expliquez-moi. Aussi, au collège Puy de la Loire, je suis en intégration avec des entendants, donc je vais au collège, mais pour apprendre, pour faire comme tout le monde, hein, aller en cours. Mais imaginons qu'il y ait un problème sur le site, c'est-à-dire, par exemple, moi je suis en train de parler avec mes camarades sourds et les autres entendent une sirène, une alerte, une alarme. Ça veut dire qu'il y a un signal de détresse, donc tout le monde part en courant, mais les sourds, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il faudrait qu'il y ait une création visuelle, un flash lumineux par exemple, quelque chose qui interpelle et qui nous rende responsables et que nous puissions être mis au même niveau que les personnes entendantes, que nous soyons responsables de nos vies respectives et que ce soit pas la peine qu'il y ait quelqu'un, un intermédiaire qui vienne nous prévenir à chaque fois qu'il y a un danger ou quelque chose. Il faut que nous ayons accès à une autonomie individuelle, que nous soyons autonomes, que nous soyons au même niveau que les personnes entendantes, tout simplement. Donc je pense que ce serait bien d'apprendre aux entendants les gestes essentiels, on va dire, à la vie quotidienne d'un sourd. Par exemple, comme bonjour, combien ça coûte, les prix, voilà quoi. Pour avoir une meilleure vie quotidienne. Je suis sourde. Les entendants me voient comme une personne handicapée. Or pour moi, je ne suis pas du tout handicapé. Je suis sourde tout simplement. C'est possible, ça peut arriver. Personne n'est à l'abri de devenir sourd. Au revoir. Merci, hein. Enfin je suis très contente et merci de votre patience et de votre écoute et j'espère que tout ce que vous avez vu tout au long de ce film va vous permettre de mieux comprendre la surdité et j'espère vraiment qu'il y aura un respect mutuel entre les personnes sourdes et les personnes entendantes. J'attaque alors. Ouais. Alors j'ai envie ça fait 23 ans que je suis seul. Je faisais partie d'un service d'accompagnement, le SLOS, qu'on appelait le SLOS. On m'a trouvé un appartement, j'ai commencé, j'avais 24 ans. 24 ans, j'ai vécu en appartement en location pendant 6 ans. Et après, j'ai acheté. Et dans mon appartement, tout se passe bien. Alors, Vivre la vie est une association créée par des parents il y a une 30aine d'années. Elle a pour but d'aider leur enfant adulte et qui a une certaine déficience intellectuelle à atteindre une certaine autonomie et à s'insérer dans une société qu'ils espèrent le plus favorable possible à leur handicap. Pour cela, nous avons principalement un service d'accompagnement
et nous proposons différentes activités. De lire régulièrement le livre, donc chaque semaine, puisqu'on se retrouve chaque semaine pour le maintien des connaissances. Et ce sont des activités que l'on appelle des compléments d'accompagnement. Parce que vraiment, le premier but de l'association est justement d'offrir un service d'accompagnement à nos usagers. Mais les activités qui sont des compléments donc, du service d'accompagnement sont faites principalement par des bénévoles qui proposent différents ateliers pour leur permettre d'atteindre leur autonomie. Exemple, des ateliers de cuisine ou de couture, ou des ateliers artistiques, ou de l'informatique, ou différentes activités où ils peuvent s'épanouir le plus possible. Mais ceci n'est qu'un complément, justement, du service d'accompagnement. C'est pas Paul, c'est pas pareil, on avait dit, tu te souviens, on avait des petites poupées. C'est qu'elle jouait, Paul. Bah, tu sais, pour mettre les éponges mouillées. Là, comme ça, en verre. Non, si, on avait des espèces de... Non, on les prenait là-bas. Allez, pareil. Vous reprenez bien, parce que le bord, vous les pliez comme ça. Il faut bien que ça aille au fond, là-bas. Un. Oh, bah bon. C'est pour Louis ou... Et bien parfois, quand le milieu, l'activité ou le lieu n'est pas adapté à la personne, ça met la personne en situation d'échec. Donc ça renvoie la personne à ses difficultés, à son handicap et à ses propres limites. Donc parfois, en effet, quand le lieu n'est pas adapté pour accueillir la personne, du coup ça lui fait violence et ça lui renvoie à des choses qui sont difficiles. Donc en effet, là aussi... on ne peut pas toujours adapter toutes les activités, toutes les situations, toutes les structures aux personnes, à chaque handicap. Voilà. Pour le manger, pour préparer à manger, pour le lavage. Mais maintenant, ça va maintenant. Mais ça a été dur. Et puis j'ai une voiture sans permis aussi, une petite voiture sans permis. Pas rentrer dans le champ. J'ai des cernes, j'ai pas dormi. Bon, je vais chez Gérard. Et je fais de la couture. Je fais du maintien de connaissances aussi. Alors apprendre à compter, à lire. À lire, je sais lire, mais à compter, à reconnaître l'argent. C'est important le maintien des connaissances? Oui. Oui. Il y a plus de contact avec les bénévoles, ceux qui les font, qu'en groupe. T'as plus d'affinité, quoi. Ça rejoint de faire des veillées, faire des sorties le soir et divers et concerts. Parfois, il y a des avant-premières à l'opéra et où les gens sont invités. Et puis c'est vrai que tu connais dans les soirées, bien te renseigner s'il y a suffisamment de places assises. Ah oui, qu'on ait les renseignements pour savoir plus si précis. Assis ou debout. Ah oui, parce que vous étiez... Non, moi j'étais inscrit. Ouais. Et quand Gued a téléphoné avec moi le vendredi, il me dit non, il n'y aura pas de place assise. Et puis en fin de compte, il y en avait. C'est les aléas des salles de concert, c'est pas toujours comme on veut. Eh ben, la résidence, ça fait 1 an que j'y habite. Ah ouais. Je suis bien content là. Oui, oui. C'est bien. T'as trouvé des collègues? Oui, les gens ils sont bien gentils avec moi. J'ai pas de problème. Oui, oui. En tant que professionnel, on favorise le lien avec les commerçants, avec le voisinage, dans l'objectif que les personnes soient intégrées dans le milieu ordinaire, dans le milieu de vie. Déjà, nous, on suit des personnes qui, pour la grande majorité, vivent en logement autonome. Donc pour nous, le logement autonome, c'est un facteur d'insertion, d'intégration sociale. Mais on s'aperçoit quand même des limites de cette intégration sociale, même si nous, on essaie de favoriser ça. Est-ce qu'il y a eu une évolution ces dernières années? Je ne peux pas dire. Moi, ça fait 4 ans que je suis sur le terrain, donc je n'ai pas pu voir une réelle évolution. Je ne sais pas si les regards ont changé. Tout du moins, nous, on essaye de contribuer à ça.
dans le sens où, oui, on permet aux personnes de créer du lien avec le milieu ordinaire. Avant, donc je travaillais au lycée et le collège de Val-Benoît et j'étais agent de service. J'ai travaillé pendant 40 ans, puis après j'ai pris la retraite. J'ai pris ma retraite, après j'ai arrêté en 67. Non, j'ai commencé en 67, excusez-moi, je fais erreur. J'ai commencé en 67 et j'ai fini en 2007. Donc, j'ai travaillé pendant 40 ans. Belle carrière. Ah oui, belle carrière, oui, je suis bien content. Vous avez toujours boire le café avec vos anciens collègues? Ah oui. Tu connais Jean-Loup, non? Je connais Jean-Loup Palabos, celui qui a travaillé avec moi. Je le vois dimanche, je vais manger du beigne avec lui. Ah, tu le vois dimanche? Ah ben j'aime bien ici, je m'y trouve bien ici. Ah oui, je suis bien. Ah oui, je suis bien content ici. Faut dire à Nick, quand c'est que tu organises un truc comme Paris? Ça m'arrive encore d'être choquée quand j'appelle des centres, pas des centres sociaux, mais des associations culturelles, et quand on me dit mais non, mais on parle de normalité, quand j'ai envie quand j'accompagne une personne dans une inscription pour un cours, pour un cours de musique, pour un cours de théâtre, je suis encore surprise qu'on parle de normalité. Voilà, c'est encore des termes qui existent. Je crois qu'il y a encore du chemin à faire au niveau de la façon de penser. Saint-Étienne, c'est une ville simple comparée de Paris, de Lyon. Ah oui. Une ville simple. Ouais. Parce que Lyon, c'est un peu comme Paris, c'est une ville de fou. Métro, dodo, boulot. Il y a des matières que tu n'aimes pas. Ok, les matières de vente, l'anglais, espagnol. Bon, la dysphasie, c'est un trouble du développement du langage oral. Qu'est-ce que tu préfères en fait? Je sais pas quoi. Ouais. T'aimes bien quand on te donne le cours tout fait quand même? T'as pas à écrire? Quand tu n'as pas à écrire, c'est bien? Oui. Ouais, tu préfères? Tu fais comment? Et relis le cours. Et c'est pas trop dur, c'est de voir le soir, de rentrer de l'école, de Non, faire encore des devoirs. C'est bien? Mais après la semaine de stage, il y a quand même des devoirs. Voilà, super. Ça c'est quand même bien. Et la semaine, quand tu es au travail, quand tu es dans le magasin, quand tu es au travail, est-ce que tu es fatigué? Pareil le soir ou moins? Pareil, un peu fatigué. Tu as déjà fait d'autres stages Oui. dans d'autres entreprises. Oui. Est-ce que ça t'a plu? Pas vraiment. Pas vraiment? Est-ce que c'était difficile de travailler avec d'autres personnes? Oui. Est-ce qu'elles te comprenaient, ces personnes? Oui. Oui? Elles essayaient de faire des efforts avec toi? Je ne me rappelle plus. Tu te rappelles plus? Tes cours, ils sont sur des feuilles ou c'est toi qui dois les écrire? Comment? C'est pas toi qui les écris? Non. Tu as une dame qui vient t'aider Oui. à l'école? Oui. Tu as une AVS? Oui. Est-ce qu'elle t'aide beaucoup? Oui. Elle s'appelle comment? Je vais me demander. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir, Bravo. D'autant plus que ces enfants ont une grande sensibilité. Ils ont la sensibilité quand même assez exacerbée. Hein. Ils sont sensibles à toute marque de plus ou de moins. Hein. Un positif sera bien apprécié et un négatif sera particulièrement cuisant. Hein. Je crois que c'est vrai. Hein. On ne se définit pas par un handicap, on se définit par une personne. Voilà, je suis un petit garçon qui a tel âge et voilà. On ne se définit pas par rapport à ça. Quand on estime le fait d'être heureux, eh ben, c'est d'avoir une vie sociable, c'est d'avoir des amis, c'est de construire sa vie. Le handicap, c'est une particularité dans la vie, c'est tout, mais ça ne définit pas sa vie. On ne se définit pas que par un handicap, et heureusement. Petit à petit, ça évolue, hein, mais au départ, c'est parti des personnes qui étaient soit qui souffraient de troubles 10 eux-mêmes, soit qu'il y avait un enfant qui souffrait de troubles 10. C'est parti de là quand même au départ. Hein. Puis petit à petit,
les échanges se mutualisent, ça fait son chemin. Mais au départ, les personnes les plus engagées étaient des parents d'enfants dysphasiques ou dyslexiques, oui. L'enfant grandit, on comprend comment il fonctionne, les aides dont il a besoin. On sait qu'il a des difficultés, donc on réagit pas pareil avec un enfant qui n'a pas cet handicap. Donc c'est vrai qu'on est peut-être plus patient, on tolère plus de choses. On adapte et on compense, c'est le maître mot de la dysphasie. On est 2 fois plus par an dès qu'on a un enfant qui est touché par un handicap, Voilà. tel qu'ils sont de toute façon. Et en même temps, je pense que pour la fratrie, c'est très très important d'équilibrer notre attention à tous nos enfants. D'une façon différente pour chacun, mais c'est très important. Je crois justement qu'ils doivent arriver à grandir aussi, eux, d'une façon autonome. Ils doivent prendre leur dysphasie en main aussi, c'est leur problème aussi à eux. C'est pas le problème que des parents, que de l'école, c'est leur problème. Il faut pas qu'on oublie les autres enfants de la fratrie, et ça, je crois que c'est hyper important. C'est très parce que même si on veut essayer d'équilibrer, de toute façon, les frères et sœurs en pâtissent quelque part. Puisque forcément, on est obligé d'avoir plus de temps, de prendre plus de temps pour l'enfant qui est dysphasique. Ne serait-ce que pour ses soins, pour l'aider dans son travail scolaire. Donc forcément, il y aura toujours un petit moins pour les autres. C'est difficile d'être raisonnable. Pour un enfant, c'est difficile d'être raisonnable et de prendre sur soi et de dire bah non, je dois rien dire. Parce qu'à des moments, on a besoin d'être égoïste, on a besoin de penser à soi. Et ces enfants, ils ont autant le droit, d'autant plus qu'ils subissent forcément. Parce que leur vie au quotidien a eux aussi modifié. Beaucoup plus d'attentes aussi sur eux. Quelque part, ils doivent sentir qu'on met de la pression, ne serait-ce par rapport aux résultats scolaires. Et aussi, la fratrie subit aussi le regard des autres. Parce que ce frère ou cette sœur qui est différente et qui ne parle pas comme eux, quand on est à un endroit, dans un lieu public, cet enfant différent, il attire les regards. Moi, l'aîné a tendance à dire tais-toi. Parce que il parle fort, n'articule pas comme il faut, ne construit pas ses phrases correctement. On a l'impression que là, on va le repérer et... Oui, surtout s'il est plus grand. Voilà. Le plus jeune par rapport à son frère ou sa sœur dysphasique, s'il est moins âgé, il sera peut-être plus attentionné. Parce que comme on disait il n'y a pas longtemps en conseil, il a toujours vécu avec ce frère-là. Tandis qu'un plus grand, il a eu un vécu où il n'avait pas de frère ou de sœur dysphasique. Donc c'est peut-être plus difficile pour les plus grands que pour les plus petits. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour les enfants dysphasiques au sein de l'enseignement. Parce qu'il y a encore une trop grande méconnaissance et c'est vrai que c'est très très difficile. On en arrive à un point où quand même on est obligé de faire référence à la loi de 2005. Et la loi de 2005, elle dit qu'un enfant handicapé doit être, dans toute la mesure du possible, scolarisé dans son école de référence, c'est-à-dire son école de quartier ou de village. Et qui dit école de référence dit nécessairement aménagement pédagogique. Pas d'aménagement pédagogique, ça veut dire que ça ne pourra pas réussir. En même temps, c'est vrai que tout dépend au niveau, en tout cas scolaire, de la personne sur laquelle on va tomber. Il y a des enseignants qui vont peut-être pas avoir de formation, mais qui vont faire tout ce qu'ils peuvent pour aider. Parce que de voir un enfant qui est en difficulté, quel que soit le problème, ils vont essayer de l'aider. Puis il y a des enseignants qui ne vont pas faire cette démarche et on aura, nous, parents, beau faire toutes les demandes qu'on veut. Si l'enseignant ne veut pas mettre du sien, il ne mettra pas du sien. Mais c'est frustrant pour un parent parce que, lorsqu'on discute de ces difficultés-là au niveau de l'éducation nationale, ils nous disent oui, mais les choses, pour qu'elles changent, il faut du temps. Le souci, c'est que nos enfants n'ont pas ce temps. On ne peut pas se permettre d'attendre un an, dire ça ira mieux l'année prochaine. On en fait quoi pendant un an de cet enfant? À l'heure actuelle, le stéréotype de base du handicap. On voit soit la personne qui est déficiente intellectuelle lourde, soit la personne qui est en fauteuil roulant, soit la personne qui est aveugle. On garde cette image-là. Le handicap, c'est pas que ça. Il y a toute une panoplie de différents handicaps qui existent et c'est cette image qu'il faut réussir à changer. Et les parents, il faut qu'ils comprennent que être dans le déni du handicap, ça ne va pas aider l'enfant. Ça fait que retarder l'échéance. C'est pas parce qu'il n'a pas fait de bilan qu'il ne le sera pas. Je veux dire, voilà, c'est ça l'arrivée. C'est que s'il est dysphasique, autant le diagnostiquer tout de suite et avancer. Mais les parents, pour ça, doivent apprendre à faire un cheminement et accepter la différence. Dans une activité sportive, dans un club,
et plus tard dans l'insertion professionnelle. Là aussi, il faut penser à mettre en place des adaptations, un accompagnement. Donc la dysphasie, c'est toute la vie. L'autisme, c'est un trouble précoce du développement qui affecte le cerveau de l'enfant, vraisemblablement déjà à l'état de fœtus. Il touche 4 fois plus de garçons que de filles. Il en existe des formes très nombreuses, depuis les formes les plus légères, qui peuvent passer relativement inaperçues, jusqu'aux formes les plus sévères. Avec Noé, à 5 ans et demi, voilà au moins 2 ans que nos journées sont ponctuées de balades obligatoires. Nous passons forcément devant ce panneau et pas un autre. On va aller où? Puis le cimetière, endroit fascinant pour lui. Noé, on va voir les chevaux? Dernière étape, les chevaux. Grande joie pour Noé. Lorsqu'il est content, Noé fait des gestes stéréotypés et pousse des petits cris. On va un petit peu courir? Tu viens? Noé, tu viens courir avec maman? Il y a traditionnellement 3 façons de repérer l'autisme. C'est ce qu'on appelle la triade autistique. Donc d'abord des troubles de la communication qui peuvent prendre des formes sévères. En particulier, un certain nombre de personnes autistes, souvent la moitié ne parlent pas. D'autres utilisent le langage de manière souvent hors contexte, sans maîtriser la façon dont on peut se faire comprendre. Aujourd'hui, Noé, il a 7 ans et demi. Et on a installé chez nous des plannings afin qu'il se repère dans la journée. Il avait décidé aujourd'hui de faire de la balançoire avec sa sœur. Noé a un caractère très tyrannique. La chanson doit être toujours la même quand il y a la balançoire. Mais comme souvent, le jeu ne s'est pas très bien fini. Car il voulait absolument que Colline continue à jouer avec lui et continue à le balancer. Il ne voulait pas s'arrêter parce qu'il aimait trop ça. En fait, pour qu'il comprenne que c'est fini, il faut l'avertir plusieurs fois, bien à l'avance. Les autres troubles sont des troubles des interactions sociales. La personne autiste ne comprend pas que tout est social dans la vie et que ce sont des codages sociaux qui nous permettent de nous repérer les uns par rapport aux autres. Donc elles sont tout le temps en grande difficulté parce qu'elles ne voient pas comment fonctionnent nos codes et se mettent régulièrement en difficulté par rapport à tous les publics auxquels elles se retrouvent confrontées. Là, Noé il veut aller voir les animaux. Pour apprendre à Noé à attendre le moment de la balade, on a mis en place un timer. En effet, Noé n'a aucune notion du temps. Et même avec cet outil qui est très visuel, Noé a beaucoup de mal à se contrôler. On attend. 20 minutes semble être une éternité pour lui. Il n'y a plus de rouge. Non, là. Il n'y en a plus. On va pouvoir partir. C'est pénible quand même. Ah. Et puis enfin, les personnes autistes ont des intérêts restreints et des stéréotypies qui sont parfois dérangeants. Ces intérêts restreints, c'est souvent très restreint. La personne autiste ne s'intéresse qu'à une seule chose. Par exemple, les dinosaures ou une petite partie de l'histoire universelle. Les stéréotypies peuvent prendre aussi la forme de gestes dérangeants pour l'environnement. Qu'est-ce qu'il y a, Noé? On sort, on va aller voir. Comme hier. Moi, je peux plus me battre. Je me suis assez battue. On sort comme hier. Maman, elle sort. On va aller voir les moutons et les oies. Bah écoute, c'est bon. La personne autiste peut parfois faire peur parce que quand elle panique, quand elle ne comprend pas son environnement, elle peut vivre des épisodes de panique qui peuvent effectivement faire peur. Si la personne se met à hurler, à taper, à casser ou à se taper la tête contre les murs, cela peut faire peur à la personne qui ne comprend pas ce qui se passe et qui n'a pas d'arme non plus pour essayer de limiter la crise. Fabien a 24 ans. Il a été diagnostiqué à 16 ans. Avant, j'étais considérée comme coupable de la pathologie de mon fils.
Il est autonome et travaille en ESAT à mi-temps. Il est encore écolalique, a peu de centres d'intérêt, ne supporte ni la pluie ni la neige, comme de nombreuses personnes autistes. Alors, t'as pas su expliquer que tu avais peur de la pluie? Parce que j'avais peur de la pluie. Alors, tu l'as pas dit et t'as crié. Comment t'as fait? Comme ça, t'as fait? Ah. Et puis, t'as tapé du pied? Pas taper du pied comme ça. T'as tapé du pied aussi. T'as cassé quelque chose? Non, hein. Non, t'as rien cassé. J'ai pas tapé du pied. Non, t'as juste crié. Ouais. Ce sont pour lui des agressions sensorielles qui peuvent engendrer des cris et des bris d'objets. Ces agressions sensorielles sont très mal comprises de son environnement social, car l'autisme reste un handicap extrêmement méconnu. C'est un handicap méconnu et c'est un handicap qui reste tabou. Quand on veut inscrire un enfant dans une classe et qu'on dit « mon enfant est autiste », on a de bonnes chances de se faire jeter vite. En cherchant, on va trouver peut-être une classe accueillante, mais ce n'est pas forcément évident. Dans les structures de loisirs, c'est pareil. Les enfants font peur. On a peur qu'ils pètent les plombs, qu'ils explosent, qu'ils cassent, qu'ils agressent les autres. Alors qu'en général, ce n'est pas du tout leur comportement et que si on les accompagne sur le plan humain, il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'il fallait faire alors? Il fallait expliquer que tu avais peur de la pluie? Il fallait peur de la pluie. Voilà. Est-ce que tu as le droit d'avoir peur de la pluie? Eh oui, bien sûr que tu as le droit. Oui. C'est très important de partir du principe que les parents, et surtout la mère, ne sont absolument pas coupables de l'autisme de leur enfant. C'est un bug du cerveau, c'est tout. On est avec, on meurt avec. Dans l'état actuel de nos connaissances, on ne sait pas soigner l'autisme, mais on sait le rééduquer. C'est un handicap, comme tous les handicaps. On peut élaborer des stratégies de compensation pour réduire les difficultés de ce handicap et puis essayer de rendre la personne la plus autonome possible dans le champ de la communication et de la socialisation. Un groupe d'entraide mutuelle, c'est une application de la loi de février 2005 en faveur, qui reconnaît, si vous voulez, la souffrance psychique comme un handicap comme les autres. Et donc, suite à cette reconnaissance, et pour que les personnes concernées puissent trouver une intégration, ont été créés les groupes d'entraide mutuelle pour que ces personnes viennent retrouver un sens à leur vie et s'intégrer un peu dans la cité. On a tous une bonne volonté. Et on ne sait pas quoi dire, c'est comme ça. Il faut y penser, on a une activité, on fait avec. Parce que c'est un besoin qu'on aime ça. D'exploiter comme les autres qui le font, parce qu'ils n'ont rien ou parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Les entrants, c'est-à-dire les individus, sont autre chose qu'une pathologie mentale, ils sont considérés comme des personnes à part entière. Est-ce que c'est rare, vraiment? Est-ce que ça c'est rare? Oui, parce qu'on est dans une société de non-communication, contrairement à ce qu'on croit. Donc, à la limite, il y a une parole libre ici qui peut s'exprimer, qui ne peut pas s'exprimer dans les canons d'une institution médicale parce que ça serait censuré ou la parole, dans une certaine mesure, est beaucoup plus libre qu'ailleurs. Alors, le handicap psychique, c'est une notion extrêmement délicate. Quand vous ne pouvez pas monter dans un ascenseur parce que vous êtes complètement paniqué et que vous habitez au 12e, on voit tout de suite ce que peut être un handicap. Quand vous ne pouvez pas vous laver parce que vous avez peur que votre peau s'écaille si vous vous lavez, on voit très vite le handicap. Quand vous avez peur des autres, peur de monter dans le tramway, peur d'aller faire vos courses, des choses extrêmement simples, peur de vous laver les dents parce que vous avez peur qu'elles tombent, on voit tout de suite la notion de handicap. Le handicap, c'est quand on est empêché de par sa maladie, de faire quelque chose. Non mais j'aime ça, mais son nom. Groupe d'entraide mutuelle, déjà. Ça rend la solitude, on l'a plus. Ça change les idées aussi. Et on est mieux que chez soi tout seul. Donc c'est un lieu de convivial en fait. On est très tolérants vis-à-vis des autres parce qu'on est tous malades, donc à différents niveaux, parce qu'il y a plusieurs maladies psychiques. Mais on est très tolérants vis-à-vis de l'autre parce qu'on sait ce que c'est que la maladie et on compatit, quoi. Et justement, les gens... Autour d'un café, donc entre nous,
Et puis s'il y a un petit problème, on peut contacter les animateurs qui sont là pour nous appuyer, pour s'occuper un peu de nos problèmes, de nos cas. Et puis donc après, il y a des activités qui se déroulent pour changer les esprits. Il y a aussi activités, faire les courses, faire à manger, mettre les assiettes, mettre le couvert à table. Donc, mon rôle consiste à accompagner donc, des personnes en souffrance psychique qui viennent au GEM pour être accueillies au quotidien. Donc mon travail passe par un temps d'accueil, beaucoup d'écoute, de la bienveillance. Et dans un second temps, ça tourne autour de leur projet. Donc on est là, moi et Rémi, pour les accompagner sur leur désir d'activité. Donc les choses partent essentiellement d'eux, et nous on les aide à les mettre en forme. Ça nous sort de l'isolement parce qu'il n'y a pas de lieu d'accueil à part le GEM sur Saint-Étienne pour nous accueillir, à part les maisons de quartier, mais bon, ils n'accueillent pas à temps plein comme ici, enfin c'est quasiment du temps plein à part le week-end, mais bon, on a une structure où aller, où se poser, discuter. Le GEM est un lieu de convivialité, c'est aussi un lieu de socialisation qui n'existe nulle part ailleurs, c'est un lieu de nulle part, au sens où on parlait d'utopie. Et c'est pas une structure hiérarchisée, c'est assez ouvert, comme le disait mon ami Philippe. Donc il y a un épanouissement, il y a une sortie des gens qui étaient complètement mutiques ou isolés chez eux, enfin il y a quand même une participation à une vie collective. Il y a la possibilité pour ces personnes d'aller vers l'extérieur, de reprendre un engagement social donc, et de franchir certaines appréhensions qui sont dues à la maladie. Hein. Donc, qui peut être la peur de la foule ou des choses qui nous échappent complètement quand on est normal, entre guillemets. Quoi. Enfin. Parce que moi, le travail que je fais ici, c'est un engagement politique. Lucien Bonafé, qui porte le nom de notre association, dont notre association porte le nom, pareil, était un résistant communiste pendant la guerre, humaniste, qui recevait dans son asile des résistants, mais aussi des poètes, des écrivains, tout ça, des peintres, tout ça au milieu des malades, parce qu'il considérait que tout ce monde-là était en humanité, ensemble. Or, Lucien Bonafé a été amené à évacuer son asile parce que les Allemands avançaient. Et tout ce petit monde a organisé une communauté et ils n'ont eu aucun incident, voyez-vous. Il n'y a rien de plus politique que la folie, que la maladie mentale. Hein. Disons que les représentations et les idéologies qui ont concouru à notre égard contre nous-mêmes sont absurdes. De voir en un psychotique nécessairement un assassin aussi stupide que de voir un lapin en état de bouffer un loup. Oui, mais on nous le fait ressentir. On nous le fait ressentir, par exemple, vis-à-vis du monde de l'emploi, on nous fait ressentir parce qu'on est inapte au travail. Et ça, c'est très handicapant d'être inapte au travail parce que donc on peut pas sociabiliser dans le milieu du travail. Ça peut être une curiosité, mais pas une curiosité malsaine. Comme disait Michel Delorme, on est dans une société qui génère de la souffrance psychique. Donc, comme je le disais auparavant, au travers de mes expériences professionnelles dans le secteur socio-culturel, en centre social ou dernièrement auprès de personnes en demande d'emploi, c'est des choses qu'on peut rencontrer. Je ne juge pas la personne, vous comprenez, je ne me compare pas à la personne. Ce que je veux dire, moi, je n'ai pas l'apparence de quelqu'un qui soit handicapé mentalement, mais quand même, j'ai développé une pathologie qui m'a rendu malade, qui s'est réenquistée grâce à un traitement médicamenteux très spécifique, très bien adapté pour moi, et qui me permet maintenant de vivre au quotidien normalement comme tout le monde. Mais en tout cas, je dirais le véritable plaisir que je découvre avec les gens ici, c'est au bord d'une tasse d'un café, discuter avec les gens, les rencontrer, essayer de les connaître, essayer de surtout Hassen. Hassen, c'est quelqu'un que j'aime bien, Hassen.
Je pense, il est posé, mais comment il s'appelle, Rémi a son côté foufou, mais je pense que sans les deux, ça fera pas un j'aime, je pense. Comment on fait avec un fauteuil roulant quand le trottoir il est trop? Parfois, par exemple, une dame est toute seule et personne n'a envie de l'aider. Elle a qu'à rester sur la route. Ben non, parce que sinon il y aura des accidents. Et faut l'aider. Il faut faire des rebords qui sont penchés pour les fauteuils roulants. Il faut trouver une solution. Bonjour, je m'appelle Magali Penel et j'ai 17 ans. Je suis nageuse à Saint-Étienne Handisport depuis l'âge de 8 ans et je fais des compétitions depuis 9 ans. Je suis un moteur cérébral depuis la naissance. Donc, je suis Pascal Graille, je m'occupe de la natation à Saint-Étienne Handisport et j'entraîne également l'équipe compétition. Donc Thomas Poineau, voilà, j'ai 32 ans et je suis entraîneur à la section natation handisport depuis maintenant 12 ans. Alors handisport, donc déjà Saint-Étienne Handisport est une association omnisport dans laquelle il y a la natation. Notre spécificité, c'est de faire nager des personnes handicapées physiques ou non-voyants, enfin sensorielles. Handisport, c'est à la fois mélanger handi, le sport et l'handi. Donc c'est adapter effectivement des séances d'entraînement de sport, de sportifs, à des personnes handicapées qui ont un handicap physique. Voilà. Je suis championne de France des jeunes dans ma catégorie, les moins de 20 ans. La plupart des jeunes qui sont actuellement dans notre équipe compétition ont pratiquement appris à nager chez nous. Donc ils passent d'abord par du loisir, où on a un éducateur sportif qui leur apprend les bases et ensuite ils bifurquent vers la compétition dans laquelle ils se font plaisir et vraiment ils s'arrachent, on peut dire, autant que des valides lors des compétitions. Quand je suis dans l'eau, je suis à mon aise, je suis comme un poisson dans l'eau. J'arrive avec le calme, j'arrive mieux à réfléchir et je suis à peu près, comme on peut dire, normal sans mes appareils. Je suis à peu près égal à tout le monde, valide comme handisport. Le dépassement de soi, il est là comme tous les sportifs en fait, que ce soit handi ou valide. Le dépassement de soi, il est là parce qu'ils font du sport et parce qu'ils font une séance d'entraînement complètement sportive. Que ce soit handicapé ou valide, le sport, ils font une séance d'entraînement sportive. Donc nous avons une quinzaine de compétiteurs en natation. Sur les 15, on en a 6 qui sortent du lot, dont Magali, qui donc est championne de France chez les jeunes et qui, pour cette année, pour la première fois, vient de se qualifier aux 50 mètres nage libre au championnat de France N1, qui est la plus haute catégorie dans la natation du sport. Je pense que vraiment la natation est la suite de la rééducation qu'on peut avoir lors de soins après un accident ou lors de rééducation, même après un handicap de naissance. Parce que grâce à la natation, mon cœur a pu progresser au niveau de la rééducation, au niveau de la marche, au niveau des articulations et des musculations. Mes camarades de classe étaient très ravis, oui, impressionnés que j'ai ce niveau et impressionnés qu'avec mon handicap, j'arrive à faire tant de choses. C'est la même approche. C'est-à-dire que la concentration, elle sera la même, l'entraînement, il sera le même, à part des petites variantes, mais ce sera exactement la même chose, quoi. Quand il y a un chrono qui doit être fait, quand il y a une perf qui doit être faite, c'est une performance, exactement la même chose que chez les valides. C'est pas du loisir, c'est pas du social, c'est vraiment du sport. Bon, voilà, nous, ce qu'on aimerait, c'est que le sport de haut niveau soit aussi bien reconnu que le sport de haut niveau valide. Voilà. Ce qui n'est pas du tout le cas. Prenez le cas d'un championnat de France valide et un championnat de France handisport.
Rien à voir. Pas du tout les mêmes répercussions. À travers la connaissance des déficients, si cela pouvait faire à chacun des Stéphanois un pas supplémentaire à l'égard des personnes handicapées, ce serait formidable.